à Conversation sur l'arthrite, COVID-19, mise à jour et vaccination. Mon nom est François Bernard, je suis spécialiste aux communications et marketing pour la Société de l'arthrite. Et puis, le printemps dernier, au tout début de la pandémie, nous avons présenté 3 webinaires sur la COVID-19 pour en connaître plus sur le nouveau virus et les impacts pour les personnes atteintes d'arthrite. Un an plus tard, une mise à jour de nos connaissances s'impose, les questions abondent et sont toujours aussi pertinentes. Donc, de plus, avec le début de la vaccination au Canada, on a reçu un grand nombre de messages de personnes atteintes d'arthrite préoccupées par les effets du vaccin et des interactions avec les médicaments. C'est pourquoi nous avons invité l'un de nos plus grands éminents microbiologistes infectiologues au pays, le Dr Carl Weiss, que plusieurs d'entre vous ont sûrement vu et entendu ces dernières semaines dans les médias. Le Dr Weiss est chef de la division des maladies infectieuses de l'Hôpital général juif et professeur au département de médecine de l'Université McGill à Montréal. À la suite de sa présentation, le Dr Weiss répondra à vos questions. Je vous rappelle que cette conférence est enregistrée et que tous les participants recevront un lien vers l'enregistrement d'ici quelques jours par courriel. Donc, avant de commencer, voici quelques informations logistiques. Premièrement, il est préférable de suivre cette webdiffusion sur un ordinateur portable ou de bureau plutôt qu'une tablette. Et si vous éprouvez des difficultés techniques, envoyez un courriel à support@webcastcanada.ca. Pour adresser votre question à nos invités, cliquez sur « Poser une question » qui se trouve au coin supérieur droit de l'écran. Nous essaierons de répondre au plus de questions possibles à la fin de la présentation. Et vous pouvez aussi cliquer sur la fenêtre de clavardage sur le côté droit de l'écran pour échanger avec les autres participants et avec Diane, la modératrice de la Société de l'arthrite. Et si vous préférez que l'option du clavardage ne soit pas du tout affichée à l'écran, cliquez sur l'icône dans le coin inférieur droit de la fenêtre de diffusion en direct pour visionner le webinaire en plein écran. Donc, permettez-moi de prendre un moment pour remercier les partenaires de notre événement qui sont Pfizer, Novartis, Bristol Myers Squibb, UCB et Cardiol Therapeutics. Donc, débutons. Je laisse la parole à notre invité de ce soir, le Dr Carl Weiss. Merci d'être avec nous. Alors, merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Ça me fait très plaisir d'être avec vous ce soir. Je vais essayer de parler évidemment des vaccins, qui est probablement le sujet le plus important, le plus intéressant. En premier lieu, je voulais juste faire tout simplement une divulgation de tous mes conflits d'intérêts, mais j'en ai pas vraiment, mais juste pour dire que j'ai été conférencier, j'ai travaillé sur des groupes aviseurs où j'ai eu des fonds de recherche d'un certain nombre de compagnies qui peuvent de loin ou de près être impliquées avec des vaccins et aussi avec des différents gouvernements à différents niveaux. Alors, prochaine diapo. Ce que je voulais qu'on parle aujourd'hui, évidemment, sur la prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, ce qui est important de savoir, puis je pense qu'il faut remettre tout ça en perspective, on est dans un événement un peu unique dans l'histoire. C'est en date du 10 mars 2020. Il y avait à ce moment-là 116 000 cas répertoriés, confirmés de COVID sur la planète. Si on va un an plus tard, la prochaine diapo, on s'aperçoit que ce nombre est passé à 117 millions de cas. Donc, en une année, on a multiplié par 1000 le nombre de cas. Et ce nombre de cas-là est très en dessous de ce qu'on pourrait penser dans la réalité, puisqu'il y a probablement 5 fois, peut-être même 10 fois plus de cas qui ont été réels, mais qui n'ont pas été dépistés. Et la fiabilité dans beaucoup de pays sur les chiffres laisse aussi à désirer. Mais tout ça pour dire que même si on extrapolait en multipliant ce chiffre par 6, on aurait peut-être 600, 700 millions de cas sur la planète. Ça paraît énorme et ça l'est. Jamais dans l'histoire de l'humanité, autant de cas d'une maladie sont survenus si rapidement. Mais d'un autre côté, sur 8 milliards d'habitants, 600 millions, 700 millions de personnes, ce n'est même pas 10% de la planète qui a été infectée. Et donc, quand on fait des études pour savoir combien de gens ont pu être infectés, c'est toujours entre 7 et 10% globalement. Ce qui signifie donc que ce virus-là a beaucoup de clients encore à infecter si on ne faisait rien. Et notre seule façon donc d'arrêter la propagation du virus, c'est d'aller vers la vaccination. Prochaine diapo. Alors, il faut comprendre le virus. Prochaine.
Et même, je ne veux pas vous donner un cours avancé, prochaine diapo, de virologie, mais je veux que vous compreniez quelque chose sur cette image du virus. Bon, ce virus s'appelle le coronavirus pour une raison très simple, c'est qu'il a la forme d'une couronne. Okay? En latin, corona, c'est couronne. Et ce qui lui donne cette forme de couronne, c'est ces petites choses que vous voyez qu'on appelle des protéines S pour spike, qui sont finalement le lieu d'attachement du virus à la cellule humaine. C'est-à-dire que le virus, grâce à ce petit crochet-là, va aller s'attacher à nos cellules, rentrer dans la cellule, se multiplier et créer tous les dommages. Donc, tout ce qu'on va développer comme vaccin, c'est des vaccins qui vont être développés pour fabriquer des anticorps qui vont aller s'attacher à cette protéine S et qui vont donc neutraliser cette protéine S et empêcher le virus de créer ces dommages. Donc ça, c'est important de se rappeler. Tous les vaccins ont comme objectif cette protéine S. Je vous en parle parce que même si ça peut paraître compliqué, il faut que vous compreniez l'aspect imagé de cette protéine S. C'est elle qui est la base de tout. Et quand on va parler de variants, je vous demande la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Puis il faut vraiment que vous vous l'imaginiez comme ça. C'est vraiment cette image-là. C'est que cette protéine S a une structure, si vous voulez. Puis quand la structure change dans l'espace, donc imaginez-vous là que vous avez, ça peut être une fleur, imaginez-vous que c'est une fleur, bien que la forme de la fleur va changer parce que le code génétique du virus va changer. C'est ça un variant. Un variant, finalement, c'est une forme pour le virus de mieux s'adapter à l'espèce humaine. Donc, si je prends l'image du bas, vous avez donc ce virus-là avec ses protéines S qui lui donnent son aspect de couronne, qui vont permettre au virus d'aller s'attacher sur vos cellules. Et pour pouvoir le neutraliser, il va falloir que je fasse des anticorps qui vont s'attacher à ces morceaux que vous voyez bleutés et qui vont donc empêcher le virus de faire sa job. La prochaine diapo. Des coronavirus, il y en a beaucoup dans l'histoire. Il y en a plein d'ailleurs. On a tous fait des coronavirus parce qu'on a tous eu un rhume dans notre vie. Et donc, la cause principale des rhumes, c'est, entre autres, les coronavirus, une des causes principales. Et ces coronavirus sont peu dangereux, peu problématiques. Maintenant, il existe des coronavirus beaucoup plus problématiques qui sont des coronavirus qu'on appellerait émergents et qui, eux, causent toutes sortes de problèmes à notre société. Le problème, ça a été le SRAS, dont vous avez entendu parler à Toronto, et bien sûr la COVID. Probablement qu'un virus, vous savez, un virus ne peut pas survivre tout seul dans la nature. C'est-à-dire que si je prends le virus de la COVID, puis je le laisse sur une table, au bout d'un certain nombre d'heures, il va mourir. Pour pouvoir se multiplier, un virus a besoin d'une cellule humaine dans ce cas-là. Donc, il faut que le virus rentre dans votre cellule, entre guillemets, va vous parasiter, il va vous utiliser pour se multiplier. C'est vous qui allez faire le travail pour lui. Et donc, l'histoire des coronavirus, c'est une adaptation. C'est-à-dire, pour nous, on trouve que les variants, c'est dangereux et méchant, mais pour le virus, c'est une façon de mieux s'adapter à l'espèce humaine. Le virus, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie finalement des nouveautés pour essayer de mieux s'accrocher là où il a l'habitude de s'accrocher. C'est comme si vous vous améliorez, vous faites un crochet, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a une meilleure idée et qui dit « moi, je vais trouver un crochet encore plus efficace pour s'attacher au mur que ce qu'il y avait auparavant. » Prochaine. Alors ça, pourquoi je vous présente ça? Ça a l'air compliqué comme ça, mais ce n'est pas important. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que des récepteurs pour le virus, on en a partout dans notre organisme. On en a dans nos poumons, on en a dans notre tube digestif, on en a dans notre système nerveux. Donc, quand vous avez de l'anosmie, vous ne sentez plus, c'est parce que vos cellules du système nerveux sont attaquées par le virus. Quand vous toussez, vous faites de la fièvre, c'est vos cellules du poumon sont attaquées par le virus. Et si les gens font de la diarrhée, c'est parce que les cellules du tube digestif sont attaquées par le virus. Prochaine diapo. Alors, allons au vaccin maintenant. Alors, un vaccin, finalement, c'est quoi? C'est une forme d'apprentissage à votre système immunitaire pour mieux se défendre contre un microbe. C'est-à-dire, il faut que vous compreniez, puis je vais essayer de faire une image un peu avec les vaccins. Je veux que vous appreniez que si vous voyez une automobile de 4 portes, rouge, qui a l'air de telle affaire, vous vous dites, cette auto-là risque d'être dangereuse plus que les autres, puis si je traverse au mauvais endroit, j'ai plus de chances d'être écrasé. Donc,
vous apprenez à aller reconnaître cette auto-là. Donc, je ne vais pas vous donner toute l'auto parce que toute l'auto, c'est dangereux. Je vais vous donner une partie de l'auto, je vais vous montrer une photo de l'auto, puis vous allez apprendre à la reconnaître. Et la journée où vous allez la voir, vous allez vous défendre. C'est le même concept, c'est ça un vaccin. Prochaine diapo. Alors, des vaccins, il y en a plein. Là. Il y a toutes sortes de vaccins. Puis l'idée, ce n'est pas que vous deveniez un expert en vaccins, loin de là, mais c'est que vous compreniez, parce que dans la littérature, dans les journaux, dans la presse, vous voyez vaccin génétique, vaccin entier, vaccin protéiné, vaccin machin. Alors, je veux juste que vous compreniez un petit peu les différents vaccins et comment ces vaccins-là vont agir. Mais rappelez-vous, ils ont tous un seul et but unique, c'est de vous faire fabriquer des anticorps contre cette fameuse protéine S. Prochaine diapo. Donc, ça, c'est le virus. Ce qui est en bleu ici, c'est la protéine S. Vous allez fabriquer des anticorps qui vont s'attacher à ça. Et une fois que ça s'attache à ça, vous neutralisez votre virus. Il n'est plus capable de rien faire. Prochaine diapo. Alors, là, il y a plusieurs sortes de virus. Il y a un virus qu'on appelle entier, il y a des virus qu'on appelle en morceaux de protéines, il y a des virus à ARN comme les vaccins de Pfizer et Moderna, et il y a des virus qu'on appelle avec des vecteurs, et ça, c'est le vaccin comme celui d'AstraZeneca. Alors, le vaccin d'AstraZeneca, c'est celui que vous voyez tout à fait en haut à droite, qui s'appelle Viral Vector Vaccine. C'est ce qu'on appelle en français un vaccin vectorisé. Alors, un vaccin vectorisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend un virus, qui est ici ce qu'on appelle un adénovirus, une autre forme de virus. On prend le matériel génétique de la COVID-19, on lui met dedans, on l'inactive, on le tue parce qu'on ne veut pas vous donner un virus, un vrai de vrai, donc on vous donne mort, mais on vous donne la forme du virus. Et ce truc-là, finalement, ce que ça fait, c'est qu'on vous l'injecte, puis là, vous allez apprendre à fabriquer de la protéine S qui ensuite va vous faire une réponse immunitaire. Alors, prochaine diapo. Prochaine, on ne passera pas trop de temps avec ça, je ne pas trop compliqué. Ah, mettez la prochaine aussi, là, on va juste que je voudrais. Parfait. Alors, je veux juste que vous compreniez le concept des vaccins. Je vous ai dit tantôt, un vaccin, c'est comme une auto qu'il va falloir reconnaître. Mais cette fois-ci, on va dire qu'un vaccin, c'est comme un gros gâteau au chocolat. Alors, vous voyez, ça a l'air un beau gâteau au chocolat avec des rosettes en chocolat au pourtour, bien décorées. Moi, là, je veux que vous appreniez à reconnaître ce gâteau au chocolat-là. Vous me dites, chaque fois que je vois un gâteau comme ça au chocolat avec cette forme-là, c'est ça que je veux. Alors, je pourrais vous donner tout le gâteau. C'est comme si je vous donnerais tout le virus. Mais c'est hyper compliqué parce que ça voudrait dire il y a 8 milliards de personnes sur Terre, il faudrait que je fasse 8 milliards de gâteaux, puis ça va prendre du temps. Donc, ce n'est pas une solution qui est facile à faire. Alors, je pourrais vous dire, regardez, ça, c'est ce qu'on appelle un vaccin entier, puis il y en a comme ça, mais ça ne marchera pas beaucoup. On peut vous donner un vaccin avec des morceaux, c'est-à-dire je vous fais un gâteau, mais au lieu de vous donner tout le gâteau, je coupe le gâteau en 16 parties, ça va faire des petites tranches, toutes petites, puis je donne à chacun une tranche. Puis je vous dis, ben, si vous reconnaissez cette tranche-là, chocolat avec des rosettes dessus, si vous êtes capable de reconnaître ça, vous serez capable de reconnaître le gros gâteau au complet parce que c'est une partie du gâteau. Alors ça, c'est une autre façon de faire des vaccins. Le problème, c'est que c'est comme, encore une fois, de faire des gâteaux. Il faut cuisiner, etc. Donc, c'est long puis c'est compliqué. Alors, on est arrivé à dire on va faire des vaccins génétiques. Prochaine diapo. Puis les vaccins génétiques, c'est comme si je vous envoyais la recette. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui vais le faire, le gâteau. C'est vous. C'est ça les vaccins de Pfizer, de Moderna, les vaccins ARN. C'est des vaccins où on va apprendre à votre système immunitaire à faire le gâteau. Et quand vous avez entendu parler des variants, ben, l'avantage de cette technologie, c'est que si le variant bouge un peu, je peux vous modifier la recette. C'est-à-dire, si le variant, je vous ai dit, la structure là, de la fleur que je vous ai présentée tantôt a changé, ben, au lieu de vous donner une fleur qui est un peu différente, je vais vous dire, vous savez, la rosette là, de chocolat sur le gâteau là, est plus tout à fait pareille. Fait que là, je vais vous envoyer une nouvelle recette facile à faire pour vous dire, ben, je vais vous apprendre à faire la nouvelle forme du gâteau. Donc, c'est l'avantage de ces vaccins-là. OK. Prochaine. Les vaccins à ARN, c'est quoi? Ça, c'est des vaccins de Moderna et Pfizer.
Puis, je ne veux pas que vous deveniez des experts là-dedans, mais je veux juste que vous compreniez ce qu'on fait. On prend le code génétique du virus qui est responsable pour fabriquer cette petite protéine S à la surface. OK? Donc, on vous injecte la partie du virus, le code génétique qui est responsable de fabriquer cette protéine S. Puis on vous l'injecte, c'est la petite partie verte que vous voyez ici. On met ça dans une structure qu'on appelle un liposome pour le protéger. On le met, ça c'est la cellule de votre muscle, ça rentre dans votre muscle. Et vous fabriquez les petits bâtons rouges qui sont les protéines que je vous ai montrées S. Prochaine. Puis en faisant ça, vous faites quoi? Bien, vous allez faire des anticorps. Soudainement, vous allez faire plein de petits bâtons rouges et vous allez faire des petits Y verts qui sont vos anticorps. Donc, vous allez faire des anticorps contre la protéine du virus sans avoir le virus. Donc, ça ne peut pas vous rendre malade parce que ce n'est pas le vrai virus, ce n'est pas le virus en entier. Donc, il ne peut pas vous rendre malade, ce virus-là. Alors, vous apprenez à faire plein d'anticorps et la journée où vous allez rencontrer pour vrai le virus, bien, vous aurez déjà votre armée qui sera prête à le combattre et à vous défendre. C'est tout le concept de la vaccination en fabriquant des anticorps. Prochaine diapositive. Alors, si on regarde les différents vaccins, puis ça c'est pour votre propre information, on a grosso modo 2 sortes de vaccins au Canada. On a des vaccins qu'on appelle à ARN messager, ce que je vous ai montré, Pfizer et Moderna. Et on a des vaccins qu'on appelle vectorisés, AstraZeneca et Johnson & Johnson, où on prend un autre virus, on lui modifie son code génétique, on vous le donne, puis à ce moment-là, ce virus-là vous apprend à faire, encore une fois, des protéines S qui vont vous permettre par la suite d'aller fabriquer des anticorps. Prochaine diapositive. Alors, au Québec, on a ce qu'on appelle le Comité d'immunisation du Québec, puis vous pouvez aller sur leur site. Donc, vous avez un site, ce n'est pas compliqué, vous faites Google, Comité d'immunisation du Québec, et puis sur le groupe de la COVID, il y a des mises à jour régulières où ils vont dire quel vaccin est disponible, qu'est-ce qu'on fait, qui on vaccine, etc., etc. Puis la prochaine diapo, vous avez la même chose, mais au niveau canadien, qui s'appelle le Comité consultatif national d'immunisation, le CCNI, qui dit la même chose, et vous pouvez aller aussi sur leur site. Il y a d'ailleurs des différences entre les deux, puisque certaines recommandations du Québec ne sont pas prises au Canada et vice-versa. Parfait. Alors, prochaine. Retournons à la campagne de vaccination au Québec et au Canada maintenant. Alors, prochaine diapo. Donc, je vais prendre l'exemple du Québec. Au début, au Québec, on a décidé d'immuniser les gens les plus à risque. Ce qui détermine le facteur de risque principal pour la COVID-19, c'est-à-dire de faire une maladie sévère, c'est d'abord et avant tout l'âge. Plus vous êtes âgé, plus votre risque de compliquer augmente. Il augmente un petit peu à partir de 40 ans jusqu'à 49 ans, un petit peu plus de 50 à 59 ans, et il commence à monter de façon très importante à partir de 60 ans, beaucoup plus importante à partir de 70 ans, encore vraiment plus importante à partir de 80 ans. Donc, l'âge, c'est le déterminant majeur d'une sévérité de la maladie. La deuxième chose, le deuxième déterminant, on sait que les femmes habituellement vont être moins malades que les hommes de façon générale. C'est sûr qu'il y a des femmes très malades, mais généralement, âge pour âge, les femmes ont tendance à être moins malades. Maintenant, les femmes vivent plus vieilles habituellement, elles ont une espérance de vie plus longue. Donc, comme l'âge est un facteur de risque, il y a plus de femmes au-delà de 80 ans que d'hommes et au-delà de 90 ans encore plus. Donc, il y a plus de décès, si vous voulez, chez les femmes plus âgées et plus de décès chez les hommes plus jeunes. Okay. L'autre facteur de risque, c'est l'obésité. Donc, l'obésité, à ce moment-là, ça devient aussi un autre facteur de risque. Alors, quand vous regardez cette diapositive-là, ce qu'elle vous dit, c'est qu'au Québec, quand vous prenez les gens de plus de 70 ans, plus les travailleurs de la santé, ça représente 1 700 000 personnes. Si vous rajoutez à ça les gens de 60 à 69 ans, vous rajoutez un autre million de personnes. Donc, vous parlez de 2,7 millions de personnes qui sont, on dit, les gens en haut de 60 ans et les travailleurs de la santé. Pourquoi on fait tout ça?
parce qu'on dit les gens qui s'en vont à l'hôpital, les gens qu'on hospitalise, qui vont aux soins intensifs, c'est majoritairement dans ce groupe d'âge-là. 98% des décès au Québec ont été enregistrés chez les gens de plus de 60 ans. Donc, on sait que les gens qui vont décéder, habituellement, ils ont 60 ans ou plus. Et donc, on a décidé d'aller immuniser ce groupe-là de façon prioritaire. Prochaine diapo. Alors, on a commencé notre campagne au Canada autour du 14 décembre et à ce moment-là, le Canada était pas si mal. Donc, on avait vacciné à peu près 0,77% de notre population. Et vous avez vu d'autres pays qui vaccinent le plus. Donc, par exemple, Israël qui a vacciné à ce moment-là 20%. Prochaine diapo. Et donc, vous voyez la progression à ce moment-là. On est rendu le 9 janvier. Le Canada continue de chuter. Prochaine diapo. Et là, vous voyez qu'on est rendu le 20 février, que plus on avance, plus on descend dans la liste. Et on continue. Et finalement, le 7 mars, on est tellement en bas de la liste que là, j'ai dû enlever des pays pour pas que ça devienne, qu'il y ait trop de pays et qu'on soit mélangé et qu'on ne voit même plus où on était. Donc, la réalité, là, c'est qu'on a eu un problème d'approvisionnement majeur de vaccins au Canada. C'est le gouvernement fédéral qui est responsable de l'achat des vaccins. On a eu des problèmes de distribution après des vaccins au Canada. Puis ça, c'est les gouvernements provinciaux qui sont responsables de la distribution et de l'acheminement des vaccins, avec des recommandations qui peuvent varier d'une province à l'autre. Prochaine diapo. Alors, je vous donne un exemple. On voit qu'au Canada, relativement tôt au Québec, ça c'était en date du 10 mars, on vaccinait à peu près, disons autour du 10 mars, il y avait 300 000 personnes à peu près vaccinées. Pardon, autour du début février, 10 janvier. Ensuite, prochaine diapo, on voit que rapidement, le nombre de cas augmente vaccinés. Prochaine diapo. Et on voit que plus on avance dans le temps, plus le nombre de gens vaccinés augmente, mais on n'en a pas tellement. Alors, prochaine diapo. Si vous voulez regarder tout ça, là, je ne vois pas que les diapos n'avancent pas beaucoup. Prochaine, s'il vous plaît. Puis on va aller à la prochaine. Il me semblerait qu'il y a un problème avec les diapositives. Là. Avancez, s'il vous plaît. Encore. Allez-y. Il y a un problème avec les diapos, elles ne bougent pas. Je ne sais pas si aux gens techniques. Bon, alors je vais continuer, mais là, il y a un problème de diapos. Elles n'avancent pas, alors il faudrait juste les faire avancer. Bon, ce que je voulais vous dire, là, c'est qu'au niveau des diapositives, là, vous pouvez aller, il y a un site qui s'appelle Canada Tracker qui pourrait vous dire à ce moment-là combien on vaccine par jour. Et puis, à ce moment-là, on devrait être capable, vous serez capable de savoir combien de personnes sont vaccinées au Québec. C'est dommage que je ne suis pas capable de faire avancer les diapositives moi-même, mais malheureusement, ça semble être bloqué. Et ce que vous pouvez faire, c'est d'aller sur le site à ce moment-là du gouvernement, Canada Tracker, et vous verrez qu'au Québec, on vaccine à peu près 30 000, 40 000 personnes par jour. Il faudrait en vacciner beaucoup plus pour aller beaucoup plus vite si on voulait être capable de vacciner beaucoup de gens. Pourquoi je vous dis ça? Pour la raison suivante. De façon générale, pratico-pratique, il faudrait dire qu'au Québec, on est 8,5 millions de personnes. Si on veut vacciner en écartant les enfants, pour l'instant, il n'y a pas de vaccination chez les enfants. Si on veut vacciner à peu près tous les gens de 18 ans et plus, il y a 7 millions de personnes à vacciner. On a vacciné en date d'aujourd'hui, à peu près 800 000 personnes. Il en reste 6,2 millions à vacciner. À ce moment-là, si on vaccine 6,2 millions, il va falloir qu'on soit capable d'aller tout simplement vacciner à 40-50 000 personnes par jour. Ça va prendre 4 mois. Donc, il va falloir accélérer la campagne de vaccination de façon importante pour pouvoir donner à la population québécoise la seule façon de sortir, je vous dirais, du carcan que représente la COVID. Maintenant, je sais que parmi vous, beaucoup sont intéressés et inquiets par certains points. Le premier point, c'est est-ce que les patients qui sont immunosupprimés
donc ils prennent des médicaments pour de l'arthrite, ont la même capacité de répondre au vaccin que la population générale. La réponse est que les gens vont répondre moins, toutefois, ils vont quand même répondre parce qu'on voit qu'il y a des données, par exemple, qui viennent d'Israël où quasiment toute la population a reçu au moins un vaccin, où on voit que le nombre de cas à ce moment-là, même dans la population qui est vaccinée, les patients immunosupprimés, on voit, prochaine diapo, si vous êtes capable d'avancer, là, allez-y, avancez encore, continuez. Bon, on va arriver là. Donc, les vaccins disponibles au Canada, passez à la prochaine diapo. Donc, on a à ce moment-là 4 vaccins disponibles. Ce qui est intéressant, je voulais vous montrer une étude plus tard où on a vu qu'en Israël, qui a vacciné beaucoup de sa population, sur une étude d'1,2 million de personnes, il y avait à peu près des dizaines de milliers de patients, entre guillemets, immunosupprimés, qui montraient que ces gens-là répondaient au vaccin. Ce qui détermine votre réponse au vaccin, c'est la chose suivante. Plus vous êtes âgé, moins bien vous allez répondre. On sait aussi que les gens qui ont fait la maladie avant, donc si vous avez fait la COVID et que je vous vaccine, vous avez tendance à mieux répondre au vaccin. Idéalement, on dit que si vous avez fait la COVID, il faudrait que vous attendiez à peu près environ 3 mois avant de recevoir une dose de vaccin pour justement que vous soyez capable de ne pas avoir une réaction qui soit trop sévère par rapport au vaccin. Après ça se pose la grande question de savoir est-ce qu'on peut espacer les doses, parce que c'est ce qu'on fait au Québec, alors que les vaccins de Pfizer et de Moderna sont des vaccins habituellement où on peut donner qu'on doit donner à 21 ou 28 jours. Puis la réponse, en réalité, c'est qu'on n'a pas de données là-dessus. Ce qu'on fait actuellement, c'est que parce qu'on n'a pas été capable d'avoir beaucoup de vaccins, on a décidé de prendre le risque, puis c'est discutable, c'est défendable, d'aller vacciner le plus de gens possible, mais en étirant la durée entre les 2 doses de vaccin. Donc, la prochaine diapo. Okay, ça, c'est tout simplement pour vous dire quel vaccin on a au Canada. La prochaine. Donc, s'il y en a qui sont vraiment intéressés sur les effets secondaires des vaccins, vous pouvez toujours aller consulter ces documents. C'est des vaccins, je vous dirais, les vaccins ARN messager extrêmement sécuritaires. Il y a plus de 125 millions de personnes juste aux États-Unis qui ont reçu soit le vaccin de Moderna ou de Pfizer. Donc, ça vous dit que s'il y avait des problèmes, on les aurait vus. Et il y a à peu près encore un autre, quasiment 90 millions, 100 millions de personnes qui ont reçu ces vaccins-là en dehors des États-Unis. Donc, on sait que maintenant, avec plusieurs centaines de millions de personnes qui ont été vaccinées, le risque de faire une complication avec ces vaccins est extrêmement faible. Prochaine diapo. Alors, ça, c'est l'étude de Pfizer. Ce sont déjà des études qui sont dépassées. Pourquoi elles sont dépassées? Pour une raison très simple, ce sont des études de phase 3. Alors, c'est des études qui ont été utilisées, puis quand on vous parle de ça, qui ont été utilisées pour mettre les vaccins sur le marché. Je dois souligner que jamais dans l'histoire de l'humanité, on a été capable si rapidement de mettre un vaccin en place en dedans d'1 an. Il y a 1 an, on connaissait à peine le virus, on a isolé le virus, on a fait des vaccins, on a fait ce genre d'études cliniques qui ont montré 95% d'efficacité et on a mis les vaccins sur le marché avec à date très peu d'effets secondaires ou de problèmes de sécurité à long terme. Prochaine diapo. Je ne passerai pas trop de temps là-dessus parce que la seule chose que ce genre de diapo-là vous montre, ça vous montre qu'il y a habituellement dans ces études-là pas beaucoup de gens avec des facteurs de risque qui sont inclus parce que les compagnies n'aiment pas ça. On ne veut pas prendre des gens qui ont d'autres problèmes de santé et qui pourraient donc avoir des problèmes de crise par rapport à leur maladie ou de dérèglement de leur maladie durant l'étude clinique. Donc, ces gens-là vont souvent être exclus. Alors, c'est pour ça que dans les études de phase 3, c'est difficile d'extrapoler des données pour les gens, par exemple, qui font des problèmes d'arthrite. Souvent, ces études-là vont venir une fois que les vaccins sont mis sur le marché. Prochaine diapo. Alors, cette étude-là vous montre, c'est la ligne rouge, c'est les gens qui ont été vaccinés. La ligne bleue, c'est les gens qui n'ont pas été vaccinés. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que 14 jours après le début de votre vaccin, ça prend 2 semaines avant d'être protégé, vous avez une certaine protection avec le vaccin de Pfizer ou le vaccin de Moderna.
Par contre, ce qu'on sait, c'est que dans ces études-là, les doses de vaccin numéro 2 ont été données en 21 jours pour Pfizer et 28 jours pour Moderna. Donc, la protection qui se prolonge a été faite avec une cédule qui mettait des vaccins à 21 ou 28 jours. Prochaine diapositive. Je ne passerai pas, on va aller. Prochaine. Donc, il y a eu aussi des études qui ont montré au Québec que c'était quoi l'efficacité? On vous a dit, après la première dose, l'efficacité est 90%. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai parce que quand vous regardez les études qui ont été faites et vous extrapolez les chiffres, donc combien de gens sont tombés malades entre la première et la deuxième dose, ça montre une efficacité de 90%. Mais comme les gens ont eu la deuxième dose, on ne sait pas ce qui serait arrivé si on n'avait pas donné cette deuxième dose-là. Donc, c'est un effet, je vous dirais, relativement limité. Prochaine diapo, on va aller assez rapidement. On va continuer. Prochaine, s'il vous plaît. Donc, je vous présente les données des vaccins de Moderna, ceux qui sont intéressés par regarder ça. La seule raison pour laquelle je fais ça, la prochaine, c'est pour vous montrer que c'est une efficacité similaire à ce que vous avez vu avec l'autre. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, c'est la même chose, 90-95% d'efficacité. Prochaine diapo. Là, vous voyez encore une fois qu'après 28 jours, vous voyez la différence entre les deux courbes. Le bleu, les vaccinés, le gris, ceux qui ont eu le placebo. Donc, ce sont des vaccins très, très efficaces. Vous n'avez pas à vous inquiéter là-dessus. Ça protège aussi contre la maladie très sévère. Prochaine diapositive. Bon, qu'est-ce qui arrive quand on vaccine beaucoup dans un pays? Alors, prochaine diapo. Alors, je ne passerai pas trop de temps. Prochaine, s'il vous plaît. C'est juste pour intérêt. Donc là, ça vous montrait, par exemple, que plus vous êtes jeune, c'est là à gauche, plus vous allez faire des anticorps quand vous allez être vacciné. L'âge, plus vous vieillissez, moins vous faites d'anticorps. Cette deuxième graphique vous montre que si vous avez attrapé la COVID avant, ça c'est les deux colonnes qui sont à votre droite, vous faites plus d'anticorps que si vous n'avez pas attrapé la COVID avant. En d'autres mots, si vous avez fait la COVID et je vous donne un vaccin, c'est comme si je vous donnais votre deuxième dose. Si vous n'avez pas fait la COVID, ben c'est comme si vous avez juste une dose. Prochain. Prochaine, s'il vous plaît. Bon, alors, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus parce que ça, ce sont les données qui ont été présentées en Israël. Et donc, ça vous montre qu'une très grosse partie de la population a déjà été vaccinée. Et vous voyez ici les barres, là, que pratiquement, si vous prenez les gens de plus de 60 ans aujourd'hui, ça c'était au mois de février. Aujourd'hui, là, j'ai pas mis si j'avais mis le diagramme d'aujourd'hui, quasiment 90%, 95% de la population de plus de 50 ans a reçu ces deux doses et quasiment, je vous dirais, 60-70% de la population de plus de 20 ans a également reçu ces deux doses. Donc, ils sont à un état, ils sont beaucoup plus en avance par rapport à ça et on commence à voir l'impact sur le nombre de cas et sur la diminution des cas sévères. Prochaine diapo, puis le reste, c'est juste des diapositives importantes. Ça vous montre que, regardez, la ligne bleue d'en haut, dès que vous commencez à donner une deuxième dose, la ligne bleue en pointillé, vous voyez le nombre de cas diminuer, alors que si vous donnez juste une dose, ça c'est les groupes plus jeunes, le nombre de cas continue encore d'augmenter ou peut-être de se stabiliser. Prochaine diapo. Prochaine, je ne veux pas montrer ça. Donc ça montre par exemple que les gens qui ont eu 2 vaccins, leur chance d'aller aux soins intensifs diminue de façon très, très importante. Vous voyez la courbe verte ici. Donc, à partir du moment où la ligne pointillée vous montre votre deuxième vaccin, votre nombre de cas diminue de façon importante. Prochaine. Prochaine. Donc, ça montre juste la protection des vaccins. Alors, ça, c'est l'étude israélienne dont je vous ai parlé initialement, avec 1,2 million de personnes. L'avantage de cette étude-là, c'est une étude dans la vraie vie, où à ce moment-là, vous avez une protection. Il y a eu plus d'1 200 000 personnes. Prochaine diapo. Et là-dedans, il y avait, prochaine diapo, ça c'est les courbes, mais c'est celle-là qui est importante, immunosuppression, 3e ligne. Donc là, vous voyez qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient immunosupprimés. Là, on commence à voir des groupes 15-20 000 personnes qui prenaient des médicaments immunosuppresseurs, de la chimiothérapie, des anti-TNF, des médicaments comme le Remicade, l'Humira, la prednisone à haute dose, etc. Et on voit que dans ce groupe-là, l'impact du vaccin a été extrêmement important, le même que dans la population générale. Donc ça, c'est très, très encourageant. Les patients qui ont eu leurs 2 doses de vaccin, ici, c'est le vaccin de Pfizer, leur protection était quasiment la même que dans la population générale
ajusté pour l'âge. Et ça, là, c'est un message extrêmement important que je vous donne. Ça veut dire que quand on vaccine les gens, le risque de développer une maladie sévère est très faible. Là, ce qui est important aussi, puis j'ai présenté à mes collègues rhumatologues à plusieurs reprises, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Mais il faut voir les choses de la façon suivante. Les immunosuppresseurs ont tendance à aller arrêter, si vous voulez, la réponse immunitaire. Ça baisse votre système immunitaire. De façon générale, c'est bien connu. Donc, est-ce qu'on doit arrêter les immunosuppresseurs avant de donner un vaccin? C'est toujours une question de risque et de bénéfice. C'est-à-dire, si vous êtes super bien contrôlé avec un médicament et si je l'arrête, ça déséquilibre complètement votre arthrite, ce n'est pas une bonne chose à faire que de vous arrêter le médicament. Donc, je suis mieux de continuer le médicament, quitte à ce que vous ayez peut-être une réponse immunitaire un peu moins bonne, mais je veux être certain au moins que vous allez être contrôlé au point de vue de votre maladie de base. Le deuxième point qu'on s'est aperçu, c'est qu'on veut essayer pour l'instant d'éviter de donner d'autres vaccins. On ne veut pas stimuler votre système immunitaire à apprendre trop de choses en même temps. En d'autres mots, si vous devez recevoir un vaccin contre l'hépatite, contre le zona, contre la pneumonie, contre je ne sais pas trop quoi, ce n'est peut-être pas le moment de le recevoir parce que ce n'est pas une urgence de recevoir ce vaccin alors que le vaccin de la COVID est, lui, une urgence. Donc, le message aussi qu'on veut passer, c'est retenez-vous de recevoir d'autres vaccins parce que là, l'idée est vraiment pour l'instant d'aller recevoir en priorité le vaccin contre la COVID. C'est le vaccin le plus important dans l'étape actuelle des choses. Est-ce qu'on doit arrêter des médicaments avant de recevoir le vaccin? Encore une fois ici, la réponse est que idéalement, non, parce qu'on ne veut pas que votre système immunitaire continue d'être abaissé, mais d'un autre côté, on ne veut pas que vous soyez détérioré sur votre maladie de base. Donc, c'est un juste équilibre entre les deux. Et puis là, les rhumatologues le savent, est-ce qu'on peut, par exemple, sauter une dose de Remicade, une dose du Mira? Est-ce qu'on peut, oui, on peut faire ça, on peut dire, regardez, on saute votre dose de demain parce que vous êtes vacciné demain, puis vous aurez votre dose tant de semaines plus tard. Et à ce moment-là, on peut jouer, les rhumatologues peuvent jouer avec cet aspect-là, ils le savent. Surtout si vous êtes quelqu'un de super bien contrôlé, où on sait qu'une dose ne changera probablement pas le cours des choses de façon drastique. Et à ce moment-là, vous voulez monter votre réponse immunitaire. Et n'oubliez pas qu'une réponse immunitaire, entre le moment où je vais vous donner un vaccin et le moment où vous allez être protégé, c'est à peu près 2 semaines. Donc, ça veut dire que ça va prendre 14 jours après pour vous retrouver dans une situation où vous serez protégé. Donc, c'est pour ça que c'est important que même si vous êtes vacciné, ça ne veut pas dire que vous pouvez commencer à aller faire la fête, tout oublier, je ne porte plus mon masque. Il faut continuer à garder vos mesures. C'est sûr que ça va vous donner, entre guillemets, beaucoup plus de liberté, mais il faut vous garder vos mesures pour pouvoir continuer à diminuer votre risque, d'autant plus que n'oubliez pas, vous n'avez pas encore votre deuxième dose. Alors, c'est ça. Donc là, le dernier point dont je voulais parler, c'était les variants. Alors, les variants, on en a de plus en plus dans notre environnement. On va peut-être aller aux dernières slides, avancer un petit peu les slides pendant que je parle des variants. Alors, les variants, il y en a de plus en plus. Ça représente à peu près 25% de nos cas actuellement au Québec. Et ces variants-là vont peut-être entraîner une diminution de l'activité des vaccins. Donc, surtout celui d'AstraZeneca envers, par exemple, le variant sud-africain qu'on a en Abitibi, pas dans le reste du Québec. Donc, les variants, c'est qu'ils changeraient tellement que le vaccin serait moins efficace. Donc, l'objectif, peut-être, avant que je passe à la période de questions, qui est probablement la période interactive et la plus importante pour vous, c'est que le message 1, faites-vous vacciner. Le message numéro 2, faites-vous vacciner aussitôt que possible. N'ayez pas peur de vous faire vacciner. Surtout si vous prenez des immunosuppresseurs. Ce qui est quand même intéressant à date, c'est que les gens qui prennent des immunosuppresseurs ne semblent pas avoir une maladie plus sévère que les autres en fonction de l'âge. Donc, c'est quand même intéressant. Puis, le dernier point, écoutez,
plus vous allez être vacciné rapidement, plus vous allez avoir votre deuxième dose rapidement. Malheureusement, au Québec, pour des raisons qui sont hors du contrôle, si vous voulez, des médecins ou des vaccinateurs, et puis je peux comprendre que des fois, c'est frustrant. Si vous avez moins de 50, moins de 60 ans actuellement à Montréal, vous n'avez pas le droit au vaccin, à moins que vous soyez un travailleur de la santé. Et si vous êtes immunosupprimé, vous auriez dû être vacciné. Mais ce n'est pas ce que le Québec a décidé de faire actuellement. Et donc, il faut vivre avec ça, mais probablement que rapidement, j'espère, on va étendre la campagne de vaccination à tout le monde. Alors, je vais m'arrêter là. Puis là, je vais prendre des questions. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Puis on va y aller étape par étape. Alors, je vous remercie. Alors, merci, Dr. Weiss. Très, très instructif. Évidemment, on a un paquet de questions qui provient à la fois du chat et aussi des questions qui nous ont été envoyées à l'avance. Donc, peut-être d'entrée de jeu, il y a quand même une vague qui existe là, de scepticisme par rapport au vaccin. Qu'est-ce que vous dites aux personnes qui ne font pas confiance du tout au vaccin ni au processus scientifique qui a conduit à sa création? Ben, écoutez, je dis toujours, vous savez, en 1900, l'espérance de vie au Québec était de 45 ans et un enfant sur deux qui naissait mourait avant l'âge de 18 ans. On a une espérance de vie aujourd'hui de plus de 80 ans et il y a trois choses qui ont changé ça, l'hygiène, les antibiotiques et les vaccins. Donc, toutes les maladies infantiles qui étaient là ont disparu et le problème qu'on a actuellement, je vous dirais, c'est que les gens, des fois, ont des mauvaises perceptions des vaccins parce que les maladies que les vaccins ont fait disparaître n'existent plus, donc on n'en voit plus les conséquences. Si vous êtes assez vieux pour avoir vécu au Québec l'époque de la poliomyélite, vous vous rappelez certainement de gens dans votre rue, dans votre ville, qui souffraient de paralysie, qui avaient une poliomyélite et qu'on ne voit plus aujourd'hui. On ne voit plus de diphtérie, on ne voit plus toutes les méningites qu'on voyait auparavant, etc. Donc, le vaccin, c'est notre seul outil qui va nous permettre de sortir de ce carcan de la COVID. Sans vaccin, on va rester confiné et on va tourner longtemps jusqu'à ce que tout le monde attrape la maladie et peut-être plusieurs fois parce que quand on aura des variants, à ce moment-là, les variants vont créer d'autres problèmes également. Alors, moi, j'encourage fortement les gens à être vaccinés. L'autre chose avec les vaccins, à date, comme je vous ai dit, surtout les vaccins ARN, il y a eu plus de 200 millions de gens qui en ont reçu. Donc, s'il y avait des problèmes évidents, extrêmement importants de risque par rapport à la vaccination, on les aurait vus sortir. On n'a rien vu à date. Donc, rien d'alarmant. Oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont eu senti mal. Il y en a quelques-uns qui ont fait des chocs anaphylactiques. C'est très rare, mais ça va arriver. C'est normal. Tu sais, c'est comme je dis aux gens, tout le monde qui prend son auto tous les jours rentre chez lui sain et sauf dans l'immense majorité des cas. C'est possible qu'à un moment donné, vous fassiez un accident, mais c'est peu probable. C'est une statistique. Mais vous avez beaucoup plus de chances, si vous avez plus de 60 ans, d'avoir une complication sévère de la COVID que d'avoir une complication sévère d'un vaccin. Et ça, c'est une différence très majeure. Merci. Pour une personne immunosupprimée, vous avez parlé des différents vaccins et de leurs particularités. Est-ce qu'il y a un vaccin qui est à favoriser pour une personne immunosupprimée? Bon. Alors, habituellement, les personnes immunosupprimées, ce qu'on fait, c'est qu'on ne leur donne pas des vaccins qu'on appelle vivants atténués. C'est-à-dire, si vous êtes immunosupprimé, on ne vous donne pas un vaccin qui n'est pas totalement mort, si vous voulez. L'exemple classique, c'est des vaccins comme celui contre la rubéole, la rougeole, les oreillons, ce genre de vaccin-là, la fièvre jaune. Tous les vaccins de la COVID sont des vaccins qui peuvent être donnés à des gens immunosupprimés. Il n'y a aucun vaccin vivant atténué. Donc, tous les vaccins peuvent vous être administrés. Les 4 qui sont acceptés au Canada, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, sont les 4 vaccins peuvent être donnés. Maintenant, ce qu'on sait moins, c'est que les gens qui sont immunosupprimés, est-ce que leur réponse immunitaire est la même que la population générale? Dans certains cas, non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on sait par exemple qu'avec l'âge, juste l'âge, c'est le facteur déterminant de la réponse immunitaire.
Merci. Est-ce que vous savez si les rhumatologues suivront ou feront des recommandations à leurs patients et de quelle façon ça va prendre forme? Ben, les rhumatologues, ils vont certainement faire des recommandations. Vous savez, on est dans une phase d'apprentissage. Les rhumatologues, ils comprennent très bien que le risque de maladie augmente selon certains critères, l'âge, l'obésité, d'autres critères, l'hypertension, etc. Et donc, ils vont essayer de vous faire vacciner le plus rapidement possible parce que le but du jeu, c'est de vous vacciner pour éviter les complications, même si vous prenez des médicaments immunosuppresseurs. On a demandé aussi, par exemple, au Québec, au ministère de la Santé, qu'on ouvre des cliniques de vaccination dans les hôpitaux pour les patients qui viendraient à l'hôpital tous les jours, peu importe la spécialité, et qui ont donc des facteurs de risque, qui n'a pas encore été fait et ce qui, à mon sens, devrait être fait parce que là, on tourne en rond, surtout pour des patients comme en rhumatologie où certains ont parfois du mal à se déplacer. Si vous venez à l'hôpital pour un rendez-vous, vous êtes déjà là, c'est beaucoup plus facile de vous emmener dans un autre bureau puis vous faire vacciner que de vous envoyer dans un centre de vaccination 2 semaines plus tard, attendre dehors, en ligne, machin. Donc, il y a aussi un aspect pratique qu'il faut encourager. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut regarder. Moi, je vous dirais, j'encourage fortement les gens à se faire vacciner. Les rhumatologues sont très, très conscients que plus vite on va vacciner, plus vite aussi on va réduire les risques potentiellement de tout le monde. Vous avez mentionné que pour une personne qui est bien contrôlée, de simplement décaler peut-être une prise de médicaments, c'est malheureusement pas le cas pour tout le monde. Qu'est-ce qui arrive pour une personne pour qui d'arrêter son traitement va causer une crise sévère? Est-ce que vous suggérez quand même cette vaccination-là? Oui, alors écoutez, en médecine, c'est toujours une question de risque-bénéfice. Si pour vous d'arrêter un médicament entraînera une crise sévère, continuez votre médicament. Est-ce qu'on vous donne le vaccin? Certainement. Est-ce qu'il y a moins de chances que vous répondiez au vaccin? Peut-être. Est-ce qu'il y a plus de chances que votre efficacité du vaccin soit moins bonne que la population générale? Possiblement. Mais devant les complications potentielles de la COVID, entre autres de faire des problèmes de COVID sévère, de thrombose, etc., je dirais que les avantages l'emportent largement sur les inconvénients. Et dans le cas inadvertent par accident où, bon, le jour de la vaccination, la personne est en crise sévère, arrivée au site de vaccination, est-ce qu'elle devrait tout de même procéder ou on retracte? Ben, moi, je vous dirais qu'il faut quand même faire votre vaccin. La seule chose, ça dépend. Si vous avez un tableau, on va vous le demander. Si vous faites de la fièvre c'est 38 et plus. Si vous avez un tableau grippal, entre guillemets, qui pourrait dire que vous avez vraiment la maladie COVID, on va vous retarder votre vaccin parce qu'on ne veut pas vacciner des gens contre la COVID qui sont en train de faire la COVID. Mais ceci étant dit, si vous êtes, je dirais, entre guillemets, dans une phase aiguë de votre maladie, ce n'est pas une contre-indication à la vaccination. Alors, je pense que plus vite vous allez être vacciné et mieux ça va être. Il faut toujours se rappeler de ce message. Avec ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que vous allez répondre de la même façon et combien de temps va durer votre protection. Ça, c'est les deux questions auxquelles je n'ai pas encore la réponse. Mais ce qui est très encourageant dans les études de phase 4, et ça, je tiens à le répéter à plusieurs reprises, c'est que les patients immunosupprimés, les gens qui étaient vaccinés comparé à ceux qui n'étaient pas vaccinés faisaient beaucoup mieux, avaient une bien meilleure protection. Et quand on regardait la protection de ces groupes-là, elle était comparable à la population générale. Alors, c'est, je vous dirais, encourageant de ce côté-là. Pour une personne qui aurait eu la COVID sans le savoir, on le sait, c'est possible d'être asymptomatique. Est-ce qu'il y a un risque à recevoir les 2 doses des vaccins ou simplement qu'une? Est-ce que c'est mieux ou ça ne change pas la donne? Ça ne change pas grand-chose. La seule chose, c'est que si vous avez fait la COVID et vous recevez le vaccin, ça se peut que vous ayez un peu plus d'effets secondaires parce que votre système immunitaire va réagir de façon plus intense et plus vous l'avez fait il n'y a pas longtemps, plus vous risqueriez de réagir de façon plus importante. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui, par exemple, a fait une COVID il y a 1 mois et demi, qui va se faire vacciner, il y a peut-être plus de chances, justement, d'avoir des douleurs articulaires, peut-être même de faire de la fièvre, de se sentir fatigué, d'avoir des douleurs importantes au point d'inoculation, etc. Donc, cette personne-là est plus à risque d'avoir ce genre de problème. Mais ceci étant dit, moi, je conseille fortement aux gens à se faire vacciner le plus vite possible. Et le fait d'avoir eu la COVID, à moins que ce soit récent, moins de 3 mois, ne doit pas vous empêcher
d'être vacciné, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que si vous avez fait la COVID il y a 6 mois, est-ce que votre taux d'anticorps est encore suffisamment élevé pour vous protéger? On ne le sait pas. Okay? La deuxième raison, c'est qu'on a commencé à avoir des cas, l'arrivée de variants très différents de ce que vous avez fait dans le passé. En d'autres mots, supposons que durant la première vague, vous avez été malade et vous avez fait la COVID, prouvé, on vous a fait un test qui est sorti positif. Donc, tout a été fait et que là, actuellement, vous attrapez un variant. 8 mois plus tard, ce n'est pas exclu que vous refassiez un deuxième épisode et que vous pourriez être encore malade. Donc, pratico-pratique, c'est important de vacciner tout le monde le plus possible. Donc, les gens qui se disent « Ah ben moi, j'ai fait la COVID, je ne suis pas très sûr du vaccin, j'ai entendu dire que… ma voisine me dit que ouais, elle ne veut pas prendre le vaccin parce qu'elle n'est pas trop sûre. Ben, moi, j'ai déjà été malade, je suis protégé. » Oui, vous êtes protégé, mais protégé seulement en partie. Est-ce que donc il y a un taux d'immunité différent et une période plus longue avant l'atteinte de l'efficacité du vaccin pour une personne immunosupprimée? Alors, c'est ça que je disais, c'est qu'on n'a pas la donnée de façon réelle. Par contre, les études de phase 4 sont encourageantes dans le sens que ces gens-là semblent, en tout cas, être aussi bien protégés que le reste de la population à date. Est-ce que les vaccins sont, sans dire interchangeables, est-ce que c'est possible d'avoir une dose de Moderna et une deuxième de Pfizer en cours de route? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que ça peut créer un risque? Alors, possiblement pas un risque, mais ce n'est pas quelque chose qui est recommandé ni par les autorités américaines, ni par les autorités européennes, même par les autorités canadiennes du Conseil canadien d'immunisation. On ne veut pas faire ça. Ce n'est pas tellement le risque, c'est le fait que est-ce que le vaccin qu'on va vous donner va être efficace. En d'autres mots, si je vous donne un vaccin de Pfizer la première fois, de Moderna la deuxième fois, est-ce que vous allez répondre de la même façon que si vous aviez eu les deux mêmes vaccins? Et là, il y a zéro donnée. Et quand on commence à faire des choses comme ça, on joue un petit peu à l'apprenti sorcier. Si vous venez me voir dans ma clinique et puis je vous dis, ben vous savez quoi, je vais vous donner un antibiotique pendant 5 jours, puis je vais changer un antibiotique 5 jours pour les 5 derniers jours, vous trouveriez que c'est un peu bizarre ce que je fais, et avec raison. Alors, c'est un peu la même histoire. Les vaccins ont été étudiés parce que chaque vaccin a des particularités. Dans le vaccin, c'est ce qui fait le secret professionnel, entre guillemets, du vaccin. C'est des vaccins, par exemple, Moderna et Pfizer à ARN, mais c'est des vaccins qui ont des plateformes, qui ont des substances différentes. Alors, si vous commencez à les mélanger, comment est-ce que les gens vont réagir? On ne le sait pas. Est-ce qu'ils vont être protégés à long terme autant qu'avec les autres? On ne le sait pas. Donc, il y a beaucoup d'inconnus. Alors, à ne pas faire. Qu'en est-il de la vaccination des enfants de moins de 16 ans immunosupprimés? Okay. Alors, actuellement, on ne vaccine pas les enfants parce qu'il n'y a pas d'études. Il y a des études en cours qui sont faites actuellement chez les enfants. Ça devrait être probablement correct. Éventuellement, on va pouvoir probablement vacciner tous les enfants. L'avantage quand même des enfants, il faut le savoir, ils font une maladie qui est habituellement très peu sérieuse. La COVID-19 chez les enfants, c'est une maladie relativement très bénigne. Souvent, le problème de la vaccination chez les enfants a plus un impact au point de vue épidémiologique, c'est-à-dire que vous ne voulez pas que les enfants deviennent des chevaux de Troie qui vont infecter les plus âgés, les grands-parents par exemple, et qui eux risquent d'en mourir. Donc, c'est sûr qu'il faut regarder la sécurité du vaccin chez les enfants. Une fois qu'on aura démontré ça, ce n'est pas un problème de le donner aux enfants et certainement pas aux enfants qui ont, par exemple, l'arthrite rhumatoïde juvénile. Après la deuxième dose, combien de temps devrons-nous attendre avant de serrer nos petits-enfants dans nos bras? Ben, idéalement, si vous regardez, par exemple, aux États-Unis, si vous donnez votre deuxième dose, 2 personnes qui ont reçu leur deuxième dose, on va dire que 10 à 14 jours après, elles n'ont plus besoin de porter de masque, de prendre de distanciation ou quoi que ce soit. Donc, à partir du moment où vous allez recevoir vos 2 doses de protection et que vos petits-enfants vont avoir potentiellement leurs 2 doses, évidemment, ça dépend de l'âge de vos petits-enfants. S'ils ont plus que 18 ans, ils risquent de l'avoir à un moment donné. S'ils ont moins que 18 ans, ça risque d'être peut-être beaucoup plus long. Mais c'est sûr que quand vous allez avoir 2 doses entièrement protégées, 14 jours après, certainement, si en plus vous demandez à vos petits-enfants, dépendamment de leur âge, de porter un masque,
là, votre risque de tomber malade et de développer la maladie va être extrêmement faible. Dr. Weiss, au nom de la Société de l'arthrite et des participants de ce soir, je vous remercie de votre disponibilité, de votre générosité pour cette présentation très instructive. J'invite les participants aussi à visiter le site arthrite.ca et prendre connaissance de notre page régulièrement mise à jour sur la COVID-19 et de se tenir informés des dernières nouvelles. Donc, Mesdames, Messieurs, nous aimerions avoir vos impressions sur la présentation de ce soir. Pour les personnes utilisant un ordinateur de bureau ou portable, vous verrez apparaître un court sondage à l'écran. Alors, s'il vous plaît, cliquez et laissez-nous connaître votre opinion. Donc, la question aujourd'hui, c'est les renseignements présentés dans le webinaire vous sont-ils utiles, oui ou non? Pour ceux qui n'arrivent pas à répondre au sondage et qui aimeraient nous donner des commentaires plus complets, sachez qu'un sondage plus étoffé vous sera envoyé avec l'enregistrement de cette présentation d'ici quelques jours. Nous apprécions les commentaires et suggestions qui nous aident à créer des webinaires sur des sujets qui vous intéressent. Et encore une fois, en terminant, nous remercions nos commanditaires, donc Pfizer, Novartis, Bristol Squibb Myers, et qui ont pu rendre cette présentation possible. Nous vous invitons aussi à soutenir nos efforts et le travail que nous faisons afin de créer des ressources qui vous aident à bien gérer votre arthrite. Et si vous est possible, nous vous invitons à faire un don en visitant arthrite.ca. Donc, voici qui conclut cette édition des Conversations sur l'arthrite, COVID-19, mise à jour et vaccins. En mon nom et au nom de toute l'équipe de la Société de l'arthrite, merci d'avoir été des nôtres et faites attention à vous et au plaisir de vous revoir lors d'une prochaine édition. Merci.